Les créateurs des entreprises qui durent sont les héros des temps modernes. Je m'appelle Clément, je vis et travaille à La Réunion depuis une quinzaine d'années. Avec ce podcast, nous partirons à la rencontre des hommes et des femmes qui font bouger les choses. Antoine, bonjour. 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 Donc on est sur le site de Gadiambe, donc ça se situe à La Réunion. On est au-dessus de Saint-Pierre, donc dans le sud de l'île. C'est ça. Aujourd'hui, on va faire ton podcast, le podcast de l'entreprise, savoir ton parcours, comment ça s'est passé, comment tu en es venu à diriger, à gérer cette société. Écoute Antoine, on t'écoute. Super, bonjour. Déjà, merci d'avoir pensé à moi, Clément. Alors, sur Gadiambe City, c'est une grande histoire de famille, mais avant d'en arriver à ce projet, j'ai d'abord un parcours qui est assez atypique au départ, en fait, parce que je rentre en école de commerce et de gestion, parce que je veux fuir un peu le monde de l'hôtellerie et de la restauration dans lequel j'ai évolué depuis tout petit. Oui. J'ai passé mon enfance avec ma sœur dans les couloirs des hôtels et restaurants. Je voulais quelque chose d'hyper généraliste. Et puis finalement, je me suis spécialisé en école supérieure d'hôtellerie à Paris. Parce qu'il fallait que je parte et que je découvre d'autres choses. J'ai toujours vécu à La Réunion. Et j'ai découvert l'hôtellerie-restauration à Paris avec un mode de fonctionnement qui est très spécifique, qui n'est pas du tout la restauration ou l'hôtellerie qu'on peut trouver à La Réunion. Et ça m'a énormément plu. De toute façon, je me suis rendu compte que c'était ma passion. Et donc, j'ai commencé à faire mes armes, moi, sur la métropole. J'ai eu la chance d'avoir, dès ma sortie d'école, un bon poste à responsabilité sur une ouverture de résidence de tourisme de 120 appartements en ouverture. Et je suis rentré à La Réunion parce qu'on avait le projet Gadiambe City. Donc, je te parle de ça, on était en 2012 quand je suis rentré à La Réunion. On a commencé à parler de Gadiambe City en 2012. On est en 2020. Ouais, donc il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Voilà. Il y a 8 ans, tu repars de Paris, je pense, peut-être. C'est ça. C'est ça. Ouais. Oui, parce que je crois que l'école est à... Elle était à Clichy. À Clichy. À Clichy, ouais, d'accord, tout à fait. Okay. Et après cette expérience de quelques années, c'est ça C'est ça, j'ai bossé 4 ans, grosso modo, sur Paris et la région parisienne. En résidence de tourisme. Donc, résidence de tourisme, ce sont des gens type Apart City. C'est ça, voilà, qui louent comme des prestations hôtelières, mais qui sont autonomes avec leur petite cuisine, leur petite salle de bain, c'est etc. Ça. Il y avait des apparts studios qui faisaient à peu près une vingtaine de mètres carrés. On montait sur des apparts qui faisaient un peu plus de 100 mètres carrés, pour des grandes familles. C'était basé à côté de Cergy, donc avec une super vue sur la Défense et tout. Ça, c'était un endroit un peu atypique, parce que c'était en haut d'une zone industrielle, donc pas forcément très vendeur, mais un cadre splendide. Ouais. La zone industrielle, c'est bien parce que c'est des résidences d'affaires en fait. Donc souvent, je sais que les locations comme ça. C'est ça. Ouais, et puis ça s'y prête quoi, au niveau de Cergy pour avoir travaillé après sur les entreprises, pour le groupe Louvre Hôtel dans les Campaniles, donc c'est de l'hôtellerie 2 étoiles. Ouais, on est vraiment sur du pro pratiquement à 100%, quoi. Voilà. Et donc après cette expérience-là, tu rentres à La Réunion donc en 2012 et ça ressemble à quoi la société? Elle existe déjà? Elle n'existe pas du tout. Du tout. Non, c'est un projet que mon père a depuis de nombreuses années. C'est un peu le projet de sa fin de carrière. Lui, il veut léguer quelque chose à ses enfants et notamment à moi puisque je suis dans le métier. Et donc il dit voilà, on va monter ce projet ensemble et on va aller en famille pour monter ce projet. Donc je rentre en 2012, je travaille un petit peu sur Saint-Gilles dans un hôtel en attendant et puis ça se lance pas. D'accord. Voilà, ça se lance pas, ça patine. C'était un gros projet au départ. On a 17 tentes sur Gadiambe City. Au départ, on était sur 45 tentes. Pas que sur une localisation, mais sur plusieurs localisations sur La Réunion. Donc c'était un projet énorme qu'on avait au départ, parce qu'on a tendance à toujours voir plus grand, donc pour arriver à se dire ah non, ça va pas être possible. Donc du coup il a fallu changer son fusil d'épaule, quoi. Voilà. Et l'hôtellerie à La Réunion, quand on est en bac plus 5, donc sur des postes à responsabilité, c'est pas forcément évident. Les places sont hyper restreintes.
Et puis quelqu'un qui est sorti d'école, forcément on lui donne pas sa chance forcément directe. Donc je change mon fusil d'épaule et je passe à la formation. Voilà. À la formation, donc le projet des 45 tentes Ouais. est réduit à 17. Le temps que ça se lance, tu es à Saint-Gilles et après. Et après j'arrête à Saint-Gilles. Ouais. Et je dis maintenant je fais quoi ? Parce que j'ai pas de poste forcément. Alors c'est pas prétentieux de dire ça, mais à la hauteur des études que j'ai faites. Voilà. Et donc du coup j'ai une opportunité de formation sur quelque chose qui n'a rien à voir, a priori, sur l'hygiène des locaux. Voilà. Et comme la majorité de mon cursus en hôtellerie-restauration, c'est plutôt fait sur l'hébergement et chez Gouvernante, je me dis c'est en rapport avec, et un centre de formation me donne ma chance et j'ai mon premier groupe en fait. Et donc je travaille sur le titre professionnel agent de propreté d'hygiène. Qui n'a rien à voir potentiellement avec l'hôtellerie, parce qu'on travaille avec des machines, on travaille avec du matériel professionnel, on apprend aux gens à nettoyer des bureaux et des locaux, quoi. Voilà. D'accord, on a fait un podcast sur les sociétés, en métropole comme ça. Ouais. Ouais. Donc je me lance sur le référentiel et puis c'est parti, quoi. Et je prends un contrat, 2 contrats, 3 contrats et je finis par ne faire que ça pendant 3 ans. Donc de 2012 à 2015, je ferai pratiquement que ça. Voilà. Tu vas dans la société, tu avais monté une société, tu étais à ton compte, j'étais auto-entrepreneur. Non, auto-entrepreneur. Et on n'achetait pas de matériel puisque tous les centres de formation pour lesquels je travaillais étaient aussi, en général, ils avaient un plateau de certification, donc ils avaient tout le matériel, etc. Moi, j'intervenais au départ, je suis intervenu sur des choses pour lesquelles j'étais vraiment entre guillemets, une référence sur l'hygiène alimentaire, par exemple. Donc du coup, on parlait plus sur la partie HACCP. CCP. Tu vois ce que c'est ou quoi ? Non. Non, en fait, c'est l'analyse des risques en milieu alimentaire, surtout. Donc tu vas utiliser du détergent désinfectant, quels sont tes plans de nettoyage, etc. Donc c'est très très spécifique. D'accord. À l'alimentaire ou au médical ou dans les hôpitaux, etc. Donc ça, moi j'ai une certification, je suis formateur en hygiène alimentaire. Et donc du coup j'ai mis ça en avant là-dessus. Et puis après je suis passé au mécanisé, donc j'ai appris à faire de la monobrosse, de l'injecteur extracteur, des trucs comme ça. Je me suis vraiment éclaté là-dessus. Ça c'est du matériel pour nettoyer toujours. C'est ça. De désinfection même carrément. C'est ça. Okay. D'accord. Donc formé sur l'hôtellerie-restauration, formateur même sur tout ce qui est hygiène alimentaire. En t'écoutant, je trouve ça un petit peu complémentaire, surtout sur l'hygiène alimentaire d'établissement comme le tien, je pense. Oui, voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Et après, sur la partie formation jusqu'à 2015, donc formation sur l'hygiène des locaux, formateur un peu à l'université sur des points très précis sur le tourisme et la restauration, donc toujours un peu pareil. Et là, en 2015, on se dit c'est bon, on va pouvoir y aller. On a les associés, on a trouvé une banque qui est prête à nous suivre, on a trouvé le terrain. Mais c'était pas le tout d'avoir le projet, il fallait trouver le terrain et on rencontre effectivement la famille avec qui on est associé aujourd'hui sur ce projet, qui est propriétaire du terrain sur lequel on est. Il s'appelle la famille Tirano et Monsieur Tirano dit moi j'ai un terrain que je voudrais exploiter pour faire un projet un peu comme le vôtre. Donc vous amenez l'ingénierie, moi j'amène le terrain et on s'associe tous les ensemble et puis on lance le projet. Donc c'est vrai que le terrain à La Réunion c'est compliqué d'en trouver parce qu'on est aussi écouté en métropole, ça vaut cher et surtout les gens qui possèdent le terrain ont plutôt envie de faire des promotions immobilières dessus. Donc c'est vrai que ça peut être sympa quand même d'accepter de faire un projet hôtelier ou restaurant comme tu peux avoir avec les chevaux, etc. Et pas nous bétonner tout pour nous mettre du logement. D'ailleurs, je précise qu'on a été capable de réaliser ce projet parce que c'est un projet agro-touristique. En fait, tous les bâtiments, le bâtiment dans lequel on est là, en fait, ce sont des écuries, donc c'est un bâtiment agricole. C'est pas une construction spécifique, hein. C'est une construction spécifique. Les tentes qui sont en face sont des tentes qu'on peut démonter. Donc ce sont pas des terrains constructibles ici. Donc on est sur de l'agricole.
Voilà. Parce que les terrains agricoles à La Réunion, le gros dilemme, ce que les gens essayent souvent de faire, c'est de construire sur du terrain agricole avec une ANEXA. Et ça n'a pas été obligatoirement très réglementé les années d'avant, mais tu peux me contredire, mais c'est l'impression que j'en ai, alors que maintenant ils commencent à regarder beaucoup, parce que je pense qu'il y a eu quand même pas mal d'abus. Pas mal d'abus, ouais. Mais encore une fois, nous on a toujours été sereins sur ce projet qui a mis longtemps à aboutir parce que les gens pensaient autrement. En disant, ben voilà, ils ont pris un terrain agricole, ils vont nous construire un hôtel en dur comme on en trouve un peu partout. Et puis, sauf que c'est interdit. Et voilà. Donc, le fait que ce projet ait mis autant de temps à se lancer, je pense, c'est aussi parce qu'il rentre dans aucune case de l'administration. Voilà. Donc, le terrain trouvé, la famille qui possède le terrain, ok pour le projet, et le prêt. Le prêt, tu m'as dit que tu faisais en deuxième, que tu avais trouvé le prêt. Ça n'a pas posé de problématique pour que les banques locales puissent financer? Alors on est suivi encore par le Crédit Agricole, qui est une banque qui vraiment porte des projets de développement, notamment de projets de développement touristique à La Réunion. Ce sont des gens qui sont à l'écoute, qui nous ont suivis depuis le début de très près. Et puis surtout, ils ont été très intéressés par ce projet. Ils y ont cru dès le début. Et c'est pour ça qu'ils nous ont suivis. Difficulté, c'est toujours difficile de trouver des... j'arrêtais pas de dire, bah ouais, à tous ceux qui nous disaient, bah ouais, mais Gadian City, c'est pour quand? Il dit, bah ouais, mais si on avait les sous, ce serait déjà monté, quoi. Donc la difficulté sur les investissements, c'est de trouver des associés qui vont être des investisseurs, mais à une échelle, à leur échelle, et après il faut des banques qui nous suivent et qui sont capables de... Voilà. Donc on a fait tout ce qu'on a pu faire, que ce soit de la défiscalisation sur les banques, sur les investisseurs, voilà, on est parti piocher un peu partout, et puis au final on a réussi à avoir l'enveloppe qu'il fallait pour y aller, quoi. Parce que le système de défiscalisation à La Réunion pour les auditeurs, c'est la Girardin. Et la Girardin a une possibilité de financer sur du projet comme ça sur tous les secteurs de développement économique notamment. Et le tourisme en fait partie, puisque ça fait partie du top 3 de l'économie locale à La Réunion. Et donc bien évidemment, ouais, sur les investissements, on peut défiscaliser. Donc il y a une Girardin industrielle, des associés qui ont mis aussi de l'argent dedans, le complément au prêt, et à partir de ce moment-là, vous avez tout ça, vous lancez le projet. Ouais. Ton père, il était déjà du secteur, et tu me disais que c'était un projet pour lui de fin de carrière. Je ne vais pas être content s'il entend ça, mais... Bah si, il est d'ailleurs de plus en plus content de pouvoir lâcher un peu du lest et de s'occuper de son cheval que tu as vu tout à l'heure, un Panadero, les talons. Les talons qu'il faut pas toucher, c'est ça. C'est ça, okay. Voilà. Lui, il est arrivé à La Réunion en 87-88. Ok. Et il a commencé à travailler dans des cuisines. Il avait 14 ans, il travaillait avec sa mère, et après il est parti de la maison, il a fait son cursus en Angleterre, et après en métropole, en Afrique, etc. C'est un hôtelier restaurateur de métier et un ancien chef de cuisine. Donc, voilà. Et il avait, tu me disais, il avait déjà un restaurant avant. Oui, il a eu plusieurs restaurants. Il a eu notamment en Afrique un centre équestre avec un restaurant, d'où le côté centre équestre, restauration, hébergement, etc. qui est né comme ça. On va y venir, on va expliquer le concept après. Bien sûr, voilà. Et donc quand il rentre à La Réunion, ensuite il continue à travailler. Il a été un des acteurs majeurs de la création de l'IUP à Saint-Denis, donc l'Institut universitaire professionnalisé en tourisme. Il a travaillé pour le CTR à l'époque, Comité de tourisme de La Réunion. Voilà, un actif de l'UMI également, donc c'est actif de l'UMI, donc l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie. Et je pense, mais c'est pas forcément parce que c'est mon père, mais il faut lui rendre quand même, à un moment, il faut lui rendre les honneurs, mais c'est quelqu'un qui s'est toujours battu depuis qu'il est arrivé à La Réunion pour développer le tourisme et la restauration à La Réunion, et pour développer les compétences des gens qui travaillent dans ces métiers. Voilà. Parce qu'il suffit pas d'avoir des beaux hôtels, il faut quand même un personnel qui soit qualifié, qui travaille dedans. Mais on y reviendra peut-être tout à l'heure sur le management, mais ça fait partie de nos fers de lance, quoi. On peut avoir le meilleur produit du monde,
Les gens vont arriver, ils vont dire c'est génial les tentes, c'est génial les écuries, les chevaux sont beaux, le restaurant est bien, mais on mange mal, on est mal accueilli, on est mal servi, les gens sont pas à l'écoute. Ça arrive. Top et flop. Ouais, il faut avoir les ressources humaines locales en fait. Voilà, il n'y a rien de mieux que de les former, directement à ces méthodes. Et donc du coup vous lancez Gadiamb, vous avez le terrain donc ici, et comment ça se passe? Il faut construire, c'est déjà existant. Les chevaux, comment ça arrive? Est-ce que tu peux nous expliquer le concept? Bien sûr. Alors quand on arrive, il y a rien. Des deux côtés de la route, il y a rien du tout. C'est un champ. On a 6 mois de travaux rien qu'en terrassement ici. Et quand on commence à tirer les premiers traits, à mettre les premiers coups de pelleteuse pour faire les décaissés, les différentes plateformes, boum, on tombe sur de la roche bleue, qui fait partie des roches les plus solides qui existent. Donc c'est de la roche issue de la roche volcanique. Ouais. Et donc c'est ça qui a fait qu'on a pris 6 mois, parce qu'il fallait les casser au fur et à mesure, tout doucement, avec des cailloux qui parfois avaient la taille pratiquement de cette pièce. Donc t'imagines à détruire, à déplacer, voilà. C'est ça. Donc ça a pris énormément de temps. Ça a été une des grosses difficultés de ce terrain, c'est d'arriver à faire le terrassement. Voilà. Et puis ça c'est le début du travail, c'est de la construction. Mais après il y a toute la partie d'achat de marchandises, de commandes, les tentes. En fait là maintenant on est vraiment dans le dur. On commence le truc et on se dit voilà, mais alors on va les acheter où les tentes, parce que nous on a tout dans l'idée, on a fait on s'est projeté sur l'idée, mais alors quelle tente on prend, est-ce qu'il y a des problématiques de montage, et il y a des cyclones, donc comment on fait si on doit les démonter, s'il y a trop de vent, voilà. Donc on commence à rentrer dans toutes ces problématiques là, et après sur tout ce qui est VRD notamment, enfin bref, on est sur une construction qui part de zéro, quoi. Voilà. D'ailleurs c'est souvent ce que les clients disent quand ils arrivent, ils disent mais j'avais jamais vu ça avant, ça existe depuis longtemps, le bâtiment et tout. Je dis non, quand on est arrivé, il y avait rien. C'était des champs de canne. C'était un champ de canne et un champ de foin. Voilà, terminé. Donc énorme travail, surtout de projection, parce que autant quand tu arrives dans un truc qui est à peu près déjà construit, où tu as une base de réflexion en disant voilà, on va mettre un coup de peinture là, on va faire un peu de déco là, et puis ça va ressembler à quelque chose. Là, arriver à se projeter en disant, à chaque fois on rigolait sur le terrain parce qu'on disait, et là, un petit géranium. C'est comme dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, tu vois. Là, ça va être une allée avec plein de statues. Voilà, donc on est parti d'un plan, quoi. De rien. Et le concept, c'est d'avoir un restaurant, des tentes aussi derrière pour pouvoir loger les gens. Donc on développera un petit peu plus sur les tentes, parce que c'est vrai que le mot tente, on s'imagine qu'on va se retrouver dans une quechua. Ouais. Ce qui n'est pas le cas. C'est une belle quechua alors. Voilà. Il y a des chevaux, il y a des écuries. Là, on est juste au-dessus des écuries. Ouais. Il y a combien de chevaux, tu me disais? Alors aujourd'hui, on est à 25 chevaux, dont 9 poneys. Parce qu'on a une grosse activité avec les petits. On faisait le point d'ailleurs hier avec la monitrice Angéline, on est aujourd'hui à 170 adhérents, presque sur le centre équestre. Donc il y a quand même pas mal de monde. Oui, en fait on est sur un complexe agro-touristique. Donc sur cette partie agro-touristique, il y a la partie agro et la partie touristique. La partie agro, ça va être les chevaux, le verger de Detchi, sous lequel tu as les glamps, plutôt que les tentes, puisqu'on pratique le glamping, et tout ce qu'on a comme plantation sur le parc de découverte botanique. Donc avec des plantes aromatiques et médicinales, des arbres fruitiers, on est en train de faire pousser un verger avec des légumes, on a des poules dans la ferme pédagogique qui peuvent nous donner des œufs, donc voilà, on essaye de valoriser au maximum tout ce qu'on a sur la partie agricole. Et la partie touristique, elle va passer par la découverte de tout ça, donc la découverte de l'équitation, la découverte des PAM, donc plantes aromatiques et médicinales, la découverte d'un certain mode d'hébergement, le glamping, donc contraction de glamour et camping, et sur une restauration de ce qu'on appelle de cuisine essentielle, où on va essayer de mettre en valeur ce qui fait la Réunion, donc toutes les influences asiatiques, indiennes, africaines, malgache, française bien évidemment, et indienne, il me semble que je l'ai pas dit.
Voilà, donc c'est un peu tout ça, Guardian City. T'as plein d'activités, il y a plein de choses à voir, plein de choses à découvrir, et plein de gens à rencontrer, qui sont des acteurs en fait de Guardian City, qui font Guardian City et Guardian City aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc quelqu'un qui vient ici, un client qui arrive ici, la possibilité de se loger, d'occuper tous les enfants d'une même famille pour les vergers, les poules, se former, comprendre les plantes aromatiques, etc. Tout ça. Après, il traverse, il y a la possibilité aussi de faire du cheval, du poney. Ouais, de l'attelage. De l'attelage, parce que j'ai vu de carrioles, je sais pas si c'est le terme. C'est ça, vous avez des calèches, ouais. Il y a deux calèches, de très belles calèches qui est en train de se faire le maître du WD40. C'est ça. Ah, parce qu'elles sont le dimanche au brunch, elles travaillent beaucoup cette calèche, avec deux chevaux de trait comtois, qui font chacune un peu plus de 900 kilos. Alors, je suis pas spécialiste du tout en cheval, c'est beaucoup, visiblement. C'est beaucoup, c'est deux fois plus que le cheval que tu as vu tout à l'heure. Voilà. D'accord, ah oui, quand même. Okay. Voilà. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais. Donc c'est énorme, voilà, vraiment des gros chevaux. Et ils ont possibilité aussi de se restaurer, parce qu'il y a un restaurant en bas qui est très joli d'ailleurs. Combien de places sur le restaurant en bas? Alors là, Covid oblige, on est obligé d'espacer un peu les tables, etc. En intérieur, on va pouvoir faire une cinquantaine de couverts. Et après, on a les espaces extérieurs, donc terrasse et une autre tente que tu as vu, la tente blanche, qui était à côté. Là, pareil, on peut rajouter une quarantaine de couverts. On va dire grosso modo une centaine de personnes aujourd'hui, notamment parce que la réglementation nous oblige à diviser le nombre de places par deux. Donc voilà. Potentiellement, on peut monter à 150, un peu plus de 150. Covid oblige, on est à un peu moins d'une centaine. Et il y a la fameuse restriction de 10 personnes, c'est ça, par table? 10 personnes par table maximum, espacé d'1 mètre. Le masque obligatoire quand on déambule partout sur le site, sauf quand on est assis à table, évidemment. Et à cheval, vous le mettez quand même le masque? Non, à cheval ça va. On a suffisamment d'espace. Justement, c'est au moment du déconfinement, on a vraiment axé notre communication là-dessus, en disant, à Guardian City, vous avez de l'espace. Voilà, vous avez de l'espace pour profiter. Déconfinez-vous, venez profiter des 4 hectares qu'on a là. Les tentes, c'est pas des chambres d'hôtel, donc elles sont séparées de 7 à 8 mètres chacune, donc on a vraiment cette notion d'espace ici qui nous permet de vivre un peu sans le masque. Voilà. Et les tentes, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, savoir qu'on puisse visualiser un petit peu à quoi ça ressemble? C'est-à-dire que demain, j'arrive, je vais venir avec ma femme dormir, passer le week-end. J'ai compris que je pouvais monter à cheval, etc. Tout ça, donc je pense que je ne vais pas m'ennuyer. Non. Et pour dormir, ça ressemble à quoi? Ce sont des tentes avec... Alors, en fait, faut s'imaginer, je vais plutôt partir de l'intérieur d'abord, après je vais t'expliquer l'extérieur. L'intérieur, c'est un hôtel 4 étoiles. Voilà, c'est une chambre d'hôtel 4 étoiles. Il y a un lit king size, un beau bureau avec une belle chaise, un beau canapé, une séparation, et après tu as la salle de bain avec la double vasque en pierre, la baignoire cocoon, du meuble qui est très typé indonésien, des beaux meubles en bois, en teak, etc. Et à l'extérieur, tu as 2 chaises longues pour pouvoir te reposer sous les litchis et une table avec 4 petits tabourets si tu veux faire une partie de cartes ou si tu veux profiter de l'extérieur de la tente. Ça, c'est l'intérieur de la chambre. L'extérieur, c'est une tente qu'on pourrait assimiler au niveau de la structure à de la tente militaire. Donc c'est quelque chose qui est très costaud. Elle a une particularité, cette tente, c'est qu'elle est de forme octogonale. Pas pour rien en fait, c'est pour éviter qu'elle ait trop de prise au vent. Et donc ça veut dire que c'est une tente qui peut résister à plus de 150 km/h de vent. Ouais, donc un cyclone ou une tempête tropicale, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on est sur un peu plus de 7 mètres en hauteur. C'est-à-dire si tu regardes le haut du chapiteau, en fait, t'es à 7 mètres. Voilà. Avec un faux plafond qui est en toile, avec une toile qui descend. Donc, et 2 grosses ouvertures moustiquaires qui permettent d'avoir une belle entrée de lumière naturelle. Voilà. Mais sinon, au toucher, c'est une toile de tente épaisse. Voilà. Et elles sont espacées de 7 à 8 mètres 7 à 8 mètres chacune, sans vis-à-vis. Donc tu sors sur ta terrasse, tu vois que le dos, enfin l'arrière de la tente d'en face. Voir les montagnes, puisque sur la chambre numéro 2, en fait, quand tu sors sur ta terrasse, tu as vue imprenable sur toutes les montagnes en face de toi. Ça c'est chouette. En plus là je voyais sur le restaurant, on a vue sur la mer en fait, puisque devant il y a un corps après en dehors du
du site, il y a tous les champs de canne, et du coup, comme on s'approche du tampon, on est à 240 mètres d'altitude ici. Donc tu as vue mer et montagne. Et si tu pars en balade à cheval, tu as un point de vue où tu as pratiquement du 360 degrés. Voilà. Et donc tout ça c'est sur un site, on en parlait un petit peu avant de démarrer, c'est sur un site de 4 hectares, c'est ça? Ouais, un peu plus de 4 hectares. Un peu plus de 4 hectares. Et les gens qui vont faire du cheval, ils restent sur les 4 hectares, ils sortent? Ah non, on sort, on va dans les champs de canne, les bananeraies, les champs d'ananas, qui sont attenants. Et là, tu peux aller jusqu'à 3 heures de balade autour du site. T'as le Piton Bas-Saint-Martin qui est juste là, donc c'est le point de vue dont je te parlais tout à l'heure. Oui, tous les chemins, Martin. C'est ça, Bas-Saint-Martin. Ouais. Donc voilà, t'as pratiquement 3 heures de balade à faire rien que autour de Gaziantep City. Voilà. Ok. En termes de management, tu me disais qu'avec ton expérience dans la formation, tu formais directement. Comment ça se passe du coup sur Gadiant pour le personnel? Tu les formes toi-même, tu les fais former à l'extérieur? Alors nous, on est plusieurs associés. On est plusieurs associés à avoir été formateurs et plusieurs associés à avoir été formateurs dans l'hôtellerie, la restauration et le tourisme. Donc tous nos recrutements ont été faits sur la même base, c'est-à-dire qu'on a utilisé un super dispositif qui s'appelle la POE, donc préparation opérationnelle à l'embauche, qui est proposé par Pôle emploi. Donc ça veut dire qu'on va chercher un demandeur d'emploi, on va lui dire on va travailler ensemble pendant 3 mois. Et sur ces 3 mois, nous, on va vous faire un plan de formation qui va vous permettre d'être formé à la philosophie d'entreprise. Donc, on va mettre un peu de cheval, un peu de plantes aromatiques et médicinales, le travail sur la carte, comment accueillir les clients, un peu de langue, un peu de maréchalerie, un peu de voilà. On met un peu tout ce qu'il y a dans Gaziantep City, on leur apprend pendant 3 mois. Donc, on a chaque personne qui travaille ici est consciente de tout ce qu'on vend ici. Voilà. Et ça, c'est un super dispositif parce que ça permet, de pouvoir tester la motivation d'un futur salarié. 2, ça permet aux salariés de vraiment rentrer dans la philosophie d'entreprise, ce qui est souvent difficile quand on a des gens qui sont mis dans le bain directement et qui n'ont pas forcément toutes les infos, qui savent pas trop comment ça fonctionne. Et t'as vu que Gaziantep City, c'est quand même beaucoup de choses à voir et à connaître. Et donc du coup, ça fait des gens qui sont hyper impliqués dans la démarche et qui, quand ils rencontrent du coup des clients, quel que soit l'endroit, qu'il soit au niveau des écuries, au niveau des espaces verts, au niveau de la restauration et de l'hébergement, du coup, ça leur permet d'expliquer un peu tout ce que c'est Gaziantep City. Voilà. Donc ça dure 3 mois. Et après, à l'issue des 3 mois, il passe sur un contrat pro DIAT. Alors, ProDiat, c'est un contrat pro spécifique qui permet sur 9 mois de continuer une formation un peu plus spécifique à son métier. Donc, plus sur la restauration, plus sur l'hébergement, plus sur les espaces verts, plus sur l'entretien, plus sur l'équestre. Voilà. Ils sont polyvalents? Tous. D'accord. Tous les recrutements qu'on fait, c'est on a pas assez de personnel et on a une quinzaine de baptêmes à faire en poney. On a besoin de tenir la longe d'un poney pour faire un baptême à un enfant. Faut y aller quoi. Si vous avez rien à faire et que il faut aller, je vais à l'extrême, mais si on a un personnel qui est malade et il va falloir donner un coup de main aux écuries, on va donner un coup de main aux écuries. Voilà. Il y a combien de salariés au total? Alors aujourd'hui, on est à pratiquement une vingtaine de salariés sur site. D'accord, donc il y a un maréchal ferrant ou non? Ça c'est l'extérieur. Alors maréchal ferrant, c'est l'extérieur. Ouais, on a palefrenier, une monitrice et une assistante monitrice. On a un contrat d'apprentissage qui va arriver en soutien pour la partie équestre. Sur la partie espace vert, on a deux personnes parce que 4 hectares et demi, c'est 3 à 4 jours de tonte par semaine, avec la débroussailleuse. Hein. Voilà. Plus les animaux de la ferme, donc plus les animaux des écuries, donc ça fait du travail. Voilà. Donc on a 2 guerriers là-dedans pour les espaces verts. Sur le resto, on est en tout, on est à peu près 4, 3 à 4, ça dépend si on a des extras ou pas. Sur la partie chambre, comme on vient d'ouvrir et qu'on est un peu, on n'est pas full,
Donc là, c'est essentiellement de l'extra, mais normalement, tu dois avoir deux femmes de chambre à demeure. Donc il reste 2 postes à pourvoir quand ça va se lancer bien. Et après, sur la partie cuisine, ils sont 5. Ouais. Tu disais, parce que ça se lançait sur les tentes, c'est à cause de ce qui se passe cette année, ça a été lancé récemment ou La partie restauration et centre équestre, elle a ouvert fin juin 2019. Donc on est un peu plus d'1 an maintenant d'exploitation. L'hébergement a pris plus de temps, notamment sur des délais de fabrication qui ont été rallongés. Ce sont des tentes qui viennent d'Afrique du Sud. Et des problèmes d'acheminement. Pas oublier qu'on a eu les gilets jaunes avant aussi. On n'oublie pas, non. Voilà, on les oublie pas. Donc du coup, ça a retardé un certain nombre de choses. Et on a ouvert le 12 mars la partie hébergement. Ouais. Donc juste avant qu'on nous dise maintenant, restez chez vous. Voilà. C'est la réponse à ta question, j'ai compris. Ouais. Ok. Donc du coup, ça se relance là. En plus, la 240 mètres d'altitude, c'est quand même assez idéal à La Réunion. À partir de 400, il commence à faire un petit peu froid. On est au tampon, après au-dessus, il fait un petit peu froid. En bas, il fait vraiment trop chaud pendant l'été austral. 240 mètres, c'est vraiment... c'est idéal. Ah ouais, c'est idéal, quoi. En plus, c'est très facile de desservir parce qu'il y a la route du tampon qui monte au tampon qui est juste à côté. Tu me parlais de tes associés. J'ai compris qu'il y avait ton père qui était dedans, etc. Et le propriétaire, il y en a d'autres. Comment tu les as rencontrés? Comment ça s'est passé? Alors, le propriétaire des lieux, c'est mon père qui le rencontre par ami interposé. Voilà. Mes parents sont à la plaine des Cafres, les chevaux sont à la plaine des Cafres à l'époque. Ils ont 4 chevaux qui sont en pension à la plaine des Cafres. Chez une personne qui est militaire, qui présente à Jean-Louis Tirano, qui est un ancien militaire. Et de fil en aiguille, se crée une relation de confiance, etc. Et donc, il parle du projet. C'est comme ça que ça se lance. Voilà. Après, nos associés, c'est en partie la famille Tirano, du coup, notamment Cédric Tirano, qui est responsable ressources humaines chez nous, et avec qui on travaille, nous, en binôme sur la direction, vraiment. Et après, ce sont que soit de la famille pure, j'ai ma mère, mon oncle, ma sœur, et associé aussi dans Gladium City, et des amis très très proches qu'on connaît depuis de nombreuses années. Voilà. Et vous visez quoi en termes de chiffre d'affaires quand ce sera plein, etc. Vous serez à peu près... Alors, pour qu'on soit bien, il faudrait qu'en gros on soit entre 60 et 80 000 euros par mois. Ouais. Voilà. D'accord. Pourquoi c'est presque 1 million d'euros à l'année, quoi. Oui, ouais. Voire un peu plus. C'est faisable. C'est vraiment faisable. Voilà. Ouais, si on ne recommence pas à nous remettre... C'est ça. Mais après, on prend les décisions qui s'imposent, qui sont des décisions de temps en temps un peu lourdes. Parce que au moment du déconfinement, on dit on n'ouvre pas 7 sur 7. Là, on reprend un mois de septembre qui est compliqué. On dit est-ce qu'on continue à ouvrir 7 sur 7? Est-ce que c'est pertinent? Il faut pas oublier aussi qu'on a plein de gens qui sont aujourd'hui en activité partielle. Donc, on n'a pas toutes les équipes tout le temps. Donc, on est obligé, nous, équipe de direction, d'utiliser notre polyvalence. Donc, on va passer en cuisine, on va passer en salle, on va passer voilà. Donc, c'est autant de temps qu'on n'utilise pas pour faire notre travail propre de management, de direction, de gestion, de développement commercial aussi. Et, donc du coup on se mord un peu la queue sur ce truc-là. Le Covid, forcément ça aide pas là. mais on prend les décisions qui s'imposent pour limiter au maximum la casse. Notre objectif principal, c'est surtout d'impacter le moins possible les salariés là-dessus. Et donc du coup il faut qu'on prenne des décisions de temps en temps qui sont pas forcément faciles. Voilà. L'ouverture, c'est toujours quelque chose qui est un dilemme pour nous, quoi. Parce qu'on sait que pendant les vacances, on va travailler grosso modo 7 sur 7. En semaine, tu viens le lundi ou le mardi, c'est mou, quoi. Finalement, on perd à ouvrir. Il faudrait mieux de rester fermé. Voilà. Donc c'est le genre de décision. On a d'autres décisions managériales sur le maintien du nombre de salariés, parce qu'on sait très bien qu'il faut augmenter si on a de la capacité. Si on veut avoir plus de clients, il faut bien qu'on ait le nombre d'employés en face pour pouvoir subvenir aux besoins.
Mais c'est un risque à prendre parce que en France, on reste quand même dans un système où on a des charges patronales et des charges salariales qui sont juste énormes, quoi. Et même si pour l'instant elles sont un peu en suspens, ça veut pas dire qu'on va pas les payer. Ça, je pense qu'on l'a compris. Voilà. Donc ouais, ça c'est pas la partie marrante du travail, mais bon, le travail de direction et de management est pas toujours pas toujours facile sur ce côté-là en tout cas. Parce que tu as dû licencier ou non, chômage partiel. Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous on a pris le parti au moment du déconfinement. On aurait pu dire on licencie, on se sépare de la moitié de notre personnel et puis on divise la charge par deux. Donc du coup on accueille moins de personnes, mais du coup on consomme moins, donc du coup ça coûte moins cher pour essayer de gagner au maximum. On a pris le parti de garder l'ensemble du personnel. Pas parce qu'on fait de l'humanitaire, on reste une entreprise, mais surtout parce que on croit en ce projet, on croit au développement de ce projet, et donc il n'y a aucune raison que ça marche pas. Du coup, il faut qu'on garde toutes les forces en présence. Voilà. Donc on limite les heures, mais on a gardé l'ensemble du personnel. C'est le côté un petit peu ennuyeux du projet, c'est-à-dire les ressources humaines, gérer ce type de choses-là, gérer les seuils de rentabilité, se dire si on ouvre ou on n'ouvre pas, je pense que c'est un dilemme. Ouais, tout à fait. Alors après, Cédric, lui, Cédric Tirano, donc comme il est responsable des ressources humaines, il a cette partie-là justement de communication avec les salariés qui fait d'ailleurs très bien, donc il tient. On est hyper transparent, nous, avec l'ensemble de nos salariés, on leur cache aucune difficulté qu'on a, notamment sur les difficultés qui découlent du Covid-19. Et puis nous, après, on est assez proches tous dans l'équipe, donc il y a pas de raison, on se dit les choses. Quand ça va, on le dit. Quand ça va pas, on le dit aussi. Et quand on doit se mettre autour de la table pour dire voilà où on en est aujourd'hui, donc il faut bien prendre des décisions, on le fera également. Voilà. Vous faites comment pour communiquer, donc je dis vous, avec le responsable des ressources humaines, vous faites des réunions, ou vous restez très formel, ou ça passe par Alors on est très Skype. On est informel et formel en même temps, très informel parce qu'on est là tout le temps. Donc il y a cette notion de management de proximité qui fait que nos salariés ont toujours un interlocuteur faisant partie et des cadres dirigeants et en même temps des associés de la boîte. Voilà. Donc là, tu as peut-être dû voir passer Stéphane. Donc lui, c'est notre responsable administratif financier. Alice, elle peut aller lui poser une question sur le salaire ou sur un truc, il va lui répondre. Mon père, il est là pratiquement tous les jours. Moi, pareil. Cédric, ma mère, José. On est un pôle de 5-6 associés à être là pratiquement tout le temps. Donc on a ce côté management de proximité qui nous permet de réguler tout de suite et en même temps de passer les informations tout de suite. Voilà. Donc on est effectivement moins formel que dans certains établissements où on dit tel jour, telle heure, on a une réunion de service, note de service, etc. Ce qui est pas dit qu'on organise un petit peu plus régulièrement pour des raisons d'organisation. C'est évident. Ça a son côté positif et son aspect négatif, quoi. Le côté informel, c'est si j'ai pas eu envie d'entendre l'information, je l'ai pas entendu. Voilà. Donc, mais ça, c'est des traitements de management qu'on fait au fur et à mesure. Voilà. La vision de Gadian sur 3 ans, tu te projettes ou comment tu le vois pour moi, dans 3 ans, c'est atteindre les objectifs qu'on s'est fixés sur le business plan. C'est atteindre le taux d'occupation qu'on avait prévu. Qui est de toute façon, sur la Réunion, on est entre 70 et 80% de TO annuel. D'accord, donc taux d'occupation. Taux d'occupation, étant entendu qu'on a de la clientèle d'extérieur. C'est-à-dire les Allemands, les Anglais, les Sud-Africains, les Français, bien évidemment affinitaires, les Réunionnais. Voilà. Aujourd'hui, et de toute façon, depuis l'ouverture de Gadian City, on est pratiquement à 100% sur de la clientèle réunionnaise. On est vraiment sur un produit qui est dédié aux Réunionnais et à la famille réunionnaise, mais en même temps, c'est un produit intéressant pour les touristes. Voilà. Ouais. Et un taux d'occupation sur un hôtel classique, je sais pas. T'es à peu près à 80% annuel.
D'accord. Grosso modo. Tu fais du 100% de octobre à février, grosso modo. Et après, tu descends entre les groupes, les TO, les tour opérateurs, les agences de tout ce qui est aérien, par exemple, les gens qui sont en transit pour des raisons professionnelles, etc. T'arrives grosso modo à avoir ton 40%, 40-50% quoi, pendant le reste. D'accord. Vous communiquez comment pour retrouver des nouveaux clients? Vous travaillez justement avec un tour opérateur, des compagnies aériennes ou Internet? Comment ça se passe? Alors sur la communication au niveau des professionnels, en tout cas sur ceux qui vendent les circuits, qui sont mis à mal aussi via le Covid, nous on a des liens en direct avec eux quoi, sur les plus grands de la place, donc on les appelle régulièrement pour leur dire voilà, on va faire un package, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, intégrez-nous dans vos listes. Surtout qu'il y en a beaucoup qui sont obligés de changer leur fusil d'épaule. À l'époque, ils faisaient du voyage de clientèle incoming, donc des gens de l'extérieur venant à La Réunion. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire des catalogues pour proposer des vacances aux Réunionnais à La Réunion. Voilà. Donc du coup, on s'intègre dans ces circuits. On a d'ailleurs une chance, c'est qu'on a 56 000 foyers à La Réunion qui ont bénéficié des chèques tourisme Mondi 974. Donc c'est 300 € de budget pour 56 000 familles à La Réunion. Le chèque vacances à La Réunion que la région a donné, c'est 300 €. 300 €. Ouais, c'est 15 chèques de 20 €. Voilà. D'accord. Ah oui, en effet, c'est une opportunité ça. C'est ça. Ils l'ont distribué quand? En juin ou... Alors ouais, ils l'ont distribué assez vite après le déconfinement. Et ça c'est une aubaine parce que du coup et ça a utilisé avant je crois que c'est février ou mars 2021. Donc on va arriver vite à échéance quoi. Et ça y est, tu as commencé à avoir des retours ou... Ouais, on a déjà eu quelques. Alors nous on met un peu de temps en fait à communiquer dessus. On a mis un peu de temps à communiquer dessus parce qu'on n'était pas habilité à le faire. Parce qu'il faut que tu sois reconnu par l'IRT, donc le tourisme, l'agence de tourisme. C'est ça, voilà. Et pour ça, il faut une attestation de fin de travaux. Et pour avoir l'attestation de fin de travaux, il faut que là, il nous reste que la commission handicap qui devait passer. Donc, il nous restait 2-3 choses à modifier pour avoir le papier, pour pouvoir être inscrit, pour pouvoir accepter les chèques tourisme. Voilà. Donc, mais ça va se terminer là dans quelques jours. On les accepte déjà nous, de toute façon, puisqu'ils sont valables jusqu'en février-mars, donc ils seront payés de toute façon. Mais ça c'est une cible de clientèle visée par définition. L'autre cible c'est pour les vacances de décembre-janvier. On a les congés du bâtiment au mois de janvier. Et en général la destination privilégiée c'est Maurice. Donc si demain c'est pas Maurice et que c'est nulle part, because Covid, on est là, pas de souci. Ouais, à partir du 20 décembre, c'est les grandes vacances à La Réunion. C'est ça. En quelque sorte, on prend mi-février quoi. C'est ça. Voilà. Ok, bon, faut dire que là, cette période-là, il fait quand même bien chaud. Il fait bien chaud. Voilà. Toutes les tentes sont équipées de clim, donc ça va. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, là, on pouvait pas. Même si elles sont bien isolées, de la chaleur comme du froid, quand il fait 35 degrés température ambiante, on va gagner 2-3 degrés avec les litchis, la couverture des litchis. Allez, 2-3 degrés, mais il va encore faire 30 si on met pas la clim, ça va être chaud. Ouais, puis on rajoute le taux d'humidité proche de 90%. C'est ça. Vaut mieux mettre un peu de clim. Les clients, ils ressortent, c'est des petits naines. C'est ça. Ok, ça marche. Donc la vision sur les 3 ans, pour l'instant, c'était avoir le point d'équilibre. En effet, ça prend plusieurs années. En termes de communication, vous êtes avec donc les tours opérateurs, vous avez les chèques aussi qui vont arriver, qui sont en train d'arriver, qui commencent déjà à être arrivés de la région. Vous avez une stratégie numérique ou vous avez peut-être réfléchi ou vous l'avez déjà peut-être en place ou Alors depuis le moment où on a posé donné le premier coup de pioche à Gagnant City, on est sur Facebook. C'est-à-dire que les gens ont pu nous suivre depuis le premier coup de pioche jusqu'à aujourd'hui. En fait, on a misé sur une communication en se disant Gadiant City, il faut que les gens adhèrent au concept. Et pour qu'ils adhèrent au concept, il faut qu'ils soient hyper au courant du concept. Donc il n'y avait rien, mais on publiait des choses sur l'avancée des travaux. Vous avez créé une communauté ? On a une communauté aujourd'hui d'un peu plus de 3000 personnes qui nous suivent sur Facebook. C'est pas mal. Ouais, on est pas mal. Ouais.
On a et on continue à en avoir tous les jours en fait, et des gens qui nous recommandent. On a beaucoup de bouche à oreille. Voilà. Hier encore, j'avais un client qui est là, qui est venu avec un ami, qui lui a dit on passe juste boire un café, mais je lui ai dit on a mangé ce midi ensemble. Je lui ai dit il faut que tu connaisses absolument cet endroit. Il dit la prochaine fois venez manger ici, ce sera plus simple. Mais voilà, il m'a dit il faut absolument que tu le rencontres. Ce gars-là, il a un club de moto, ils font des sorties moto tous les dimanches. Ils sont entre 40 et 50, voilà. Moi, je suis venu via un ami, Émeric Ravilly. Voilà, c'est ça. Il m'a dit il faut absolument que tu ailles voir ça. Que je remercie d'ailleurs, merci Émeric. Il faut absolument que tu ailles voir le concept, c'est vraiment chouette. Et en effet, c'est vraiment chouette. On va arriver à la fin parce qu'il faut que je crois que tu m'as dit dès le début qu'il fallait que tu ailles chercher le pain pour le restaurant et je vois l'heure arriver 11h30. Ouais. J'ai 2 petites questions encore à la fin qui sont les marques de fabrique de notre podcast. Est-ce que tu aurais un contenu, livre, blog, vidéo, album musical que tu souhaites nous recommander, peut-être quelque chose que tu es en train de lire ou quelque chose qui t'influence? De ce qui m'influence beaucoup d'ailleurs, ça commence à casser les oreilles de la partie restauration parce que je le passe en boucle. C'est un auteur un musicien qui s'appelle Eric Church qui fait de la musique un peu country. Alors je dois être influencé un petit peu par l'environnement si tu veux, complètement. Ouais. Voilà, là tu m'as pas vu mais normalement j'ai un chapeau et des bottes. Ouais, moi j'essaye de sonner à la maison, mais j'en ai aussi, ouais. C'est ça. J'essaye de monter à cheval au moins une fois par semaine, de travailler sur la monte western, donc et voilà, la monte western, donc c'est une monte spécifique, c'est un peu comme la monte cowboy en fait. Donc t'as une salle spécifique, t'as des figures à faire. J'essaye de travailler pour faire une démonstration de course de baril, qui sont des courses autour de 3 barils. Tu dois tourner avec le cheval le plus vite possible autour de ça. Voilà, donc dès que j'y arriverai, ce sera un vendredi au spectacle, la représentation équestre de tous les vendredis à 18h30. Voilà, et Eric Church, il fait de la super musique, et ça motive bien pour aller travailler. Et en livre, j'ai lu un livre dont j'avais vu la série avant, qui s'appelle La Servante écarlate, je sais pas si tu connais. Non, de nom. Ouais, qui est excellent. Excellent parce que ça traite d'un sujet de société qui est un peu d'actualité, mine de rien, sur le côté un peu extrémiste, etc. Et qu'est-ce que serait la société si... Voilà, j'aime bien ce genre de bouquin. Donc, ça, je m'éclate bien là-dessus. Quand j'ai le temps de lire, je lis 10 pages et après, je m'endors en direct. Oui, c'est ce que je dis souvent, c'est comme les gens qui ont les bureaux toujours très très bien rangés. Je me dis, mais ils travaillent pas, ces gens-là, c'est pas possible. Oui, faudrait faire un concours de lasso et tout. Ouais, on peut essayer. Hein. Bon, après, faut trouver les vaches à attraper, mais. Oui, on peut faire ça. Une tête de vache, on recrée et puis on fait ça. Ça pourrait être sympa. J'ai vu qu'il y en a qui le faisaient. Est-ce que tu aurais aussi, alors tu peux y réfléchir, t'es pas obligé de nous le dire à l'antenne, un invité pour le podcast que tu pourrais nous recommander auquel tu penses? Quand tu m'as parlé un petit peu, quand j'ai lu les questions, il y a une personne qui m'est venue tout de suite à l'esprit parce que c'est une personne qui fait un travail qui est d'utilité publique et qui nous a vraiment touchés. En fait, on a eu France Alzheimer Réunion qui est venue à Gadian City avec sa présidente Sylvie Agnès, donc qui essaye de développer beaucoup de choses pour rassembler les familles autour de la maladie d'Alzheimer. Et donc c'est une cause qui est géniale. C'est quelqu'un qui a énormément d'énergie et donc c'est quelqu'un que je te recommande vraiment à rencontrer. Vraiment une fille super. Ok. Je le note. On arrive à la fin de ce podcast. On a fait le tour. Je vais quand même aller regarder un petit peu les chevaux avant de partir. Ouais. Voilà. Et puis je te remercie de m'avoir reçu aujourd'hui pour faire le podcast de Gadian City. Surtout merci à toi d'avoir pensé à nous. C'est cool. C'est la fin de ce podcast réalisé à l'île de la Réunion. Merci de l'avoir écouté. Pensez à vous abonner. Pour me contacter, smallisbeautiful.reunion@gmail.com. À bientôt.